Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler du G20, ce groupe de pays, qui représente plus de 85% du PIB mondial et qui s'est transformé en l'instance de pilotage de la gouvernance mondiale depuis la crise financière de 2008. Alors cette année, le G20 se réunit à Hangzhou en Chine et se veut plus représentatif des nouvelles réalités avec notamment la participation des pays africains. Alors comment créer une nouvelle dynamique pour l'économie mondiale et quel est le rôle des économies émergentes, notamment le rôle de l'économie chinoise? Aujourd'hui, nous allons discuter de tout cela avec nos invités et avant cela, je vous invite à regarder un reportage sur le G20. Créé en 1999, le G20 est un groupe composé de 19 pays et de l'Union européenne, dont l'objectif est de stabiliser le marché financier mondial et favoriser la concertation internationale. Après la crise qui a frappé la planète en 2008, le G20 a, sous l'impulsion de la France, évolué vers un rôle d'instance de pilotage économique et réunit désormais chaque année ses chefs d'État et de gouvernement. Mécanisme de coordination et de dialogue des politiques macroéconomiques, le G20, qui représente 85% de l'économie mondiale, est devenu un support indispensable à la gouvernance globale. Mais face à la morosité économique qui persiste, les objectifs de croissance durable du G20 font face à des défis fondamentaux. Comment parvenir à un redressement rapide de l'économie mondiale? Comment maintenir la paix et le développement dans le monde? Face aux critiques de plus en plus nombreuses, le sommet 2016 du G20, qui se tiendra du 4 au 5 septembre à Hangzhou en Chine, va focaliser l'attention du monde entier. Le sommet de Hangzhou sera organisé autour du thème vers une économie mondiale innovante, dynamique, interconnectée et inclusive. Avec la participation de davantage de pays africains invités par la Chine, le sommet de Hangzhou aura pour but de renforcer la voix du continent africain sur le plan mondial. Une volonté chinoise de fonder un système mondial plus équilibré et de nouvelles institutions où se retrouveraient les anciennes et les nouvelles puissances. Des enjeux très forts pour un sommet de Hangzhou sous haute pression qui devrait marquer un tournant historique dans la réforme du système de gouvernance économique mondiale. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, Monsieur Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, et Monsieur Pierre Barrot, vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France en Chine. Alors, on entend partout que l'économie mondiale va mal et il y a des problèmes maintenant sur l'économie mondiale. Dans quel contexte s'est ouvert ce G20 à Hangzhou selon vous? Effectivement, le G20 s'ouvre dans un contexte de l'économie mondiale assez difficile. Les instances de l'économie internationale, telles que la Banque mondiale ou le FMI, ont réévalué plusieurs fois à la baisse le taux de croissance mondial cette année. Et en fait, les économistes de renom, tels que Larry Summers, etc., parlent de la grande stagnation de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'on a un taux de croissance très faible partout dans les économies développées, alors que le taux de croissance était plus ou moins robuste dans les pays émergents, mais ces pays aussi ont été affectés par des fluctuations de prix des matières premières, comme le Brésil, la Russie, etc. Donc l'opinion publique se fait beaucoup de soucis sur la perspective de la croissance mondiale et sur la durabilité de cette croissance. Pensez-vous que, Monsieur Pierre Barrot, le Brexit est un mauvais augure avant le G20? Écoutez, le Brexit n'est évidemment pas une bonne nouvelle. En Europe, on n'a pas considéré que le vote britannique était une bonne chose. Cependant, pour l'instant, les effets du Brexit sur l'économie britannique sont contrastés. C'est-à-dire que d'un côté, ça affecte effectivement le taux de croissance et évidemment le niveau de la monnaie, mais d'un autre côté, ça a donc du coup un effet positif sur les exportations. Donc les effets sur l'économie britannique elle-même restent contrastés. Et quant à la zone euro,
Pour l'instant, il n'y a pas d'effet négatif perceptible du Brexit sur la situation économique dans la zone euro. Maintenant, c'est un processus qui va prendre du temps. C'est trop tôt pour dire si ça aura des effets plus ou moins importants. Mais aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'alarmer au-delà de ce qui est de fait pour les Européens une assez mauvaise nouvelle qui reflète la sensibilité des opinions publiques sur un contexte économique dont le professeur a parlé, le professeur Ting a parlé, et les opinions publiques ont une tendance au repli dans une situation qu'elles perçoivent comme une situation de crise. Je pense que le Brexit est une des manifestations de ce climat. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Brexit a des effets importants sur la situation économique mondiale à la veille de la réunion du G20 à Hangzhou. De l'autre côté, pour les économies émergentes, par exemple l'économie chinoise, quel est l'état de santé de l'économie chinoise, Monsieur Ding? Beaucoup de gens font attention à cela lors de ce G20. Oui, on parle beaucoup de l'état de santé de l'économie chinoise parce que visiblement il y a un ralentissement de la croissance en Chine. Et ce ralentissement de la croissance a été attribué de beaucoup de choses. D'abord, on dit que parce que la croissance en Chine commence à se ralentir, donc les besoins se sont rétrécis et le rétrécissement des besoins chinois se fait sentir sur le marché international, si bien que le prix des marchandises, des matières premières, etc. Tombe. Et ça crée beaucoup de difficultés pour les pays producteurs de matières premières, par exemple. Donc là, il faut dire qu'après la crise, pendant un certain nombre d'années, la contribution de la Chine à la croissance mondiale est tellement importante, dépassant 50%, dépassant la moitié de la nouvelle croissance mondiale, que finalement le ralentissement de la croissance chinoise crée beaucoup de soucis. On se demande si la seule économie qui réussit à se maintenir, si elle s'écroule, eh bien, l'économie mondiale va s'écrouler avec elle. Donc, ça crée beaucoup de soucis. Mais en dépit de toutes ces prédictions un peu pessimistes, je pense que l'économie chinoise ne se porte pas si mal. Parce que dans la première moitié de cette année, on a réussi tout de même à maintenir un taux de croissance supérieur à 6%. Donc, ça convient au stade de développement de la Chine, parce que le gouvernement chinois essaie de contrôler un peu le rythme de la croissance de façon à restructurer son économie. Et donc l'industrie chinoise a besoin d'un ralentissement de croissance pour prendre le temps de se restructurer et se perfectionner. Parce que si on regarde par exemple les produits industriels chinois, on a déjà un développement assez rapide. Avant, on faisait des choses de production relativement simples. Et aujourd'hui, la Chine est devenue le premier producteur par exemple, de drones. La Chine est le premier producteur de drones dans le monde. La Chine est le premier producteur de robots, par exemple, dans le monde, etc. Il y a une montée en gamme. Il y a une montée en gamme de la production industrielle chinoise, mais ça prend un peu de temps. Alors, donc, le contexte n'est pas aussi pessimiste, selon vous, en réalité. Ce sont surtout les spéculations, des inquiétudes mais sur les effets. Je pense que le professeur a très bien expliqué la situation. De fait, la Banque mondiale et le FMI sont dans leur rôle. Hein. Ce sont des organes qui sont chargés de nous mettre en garde contre des évolutions défavorables de l'économie mondiale. Donc, deuxième année consécutive, c'est vrai, on dit que l'économie mondiale va être en dessous de 3% de croissance. Cependant, évidemment, la crise
économique ou l'adaptation économique de la Chine préoccupe tout le monde. Enfin, il y a aussi l'Inde qui était un contributeur important à la croissance mondiale. Et puis nous voyons bien que la croissance, même si elle reste relativement faible, repart aux États-Unis et en Europe, elle est très modeste, mais elle n'est pas nulle. Alors revenons sur notre thème principal, le G20. Alors le thème de ce G20 est de créativité, vitalité, connectivité et inclusivité de l'économie mondiale. Comment faut-il comprendre ce choix de thème? Il y a quand même beaucoup de mots. Quels sont les plus importants? Et tout cela a été en fait un jeu de mots. Oui, des 4 I. Eh oui, 4 I en anglais, créés par des diplomates, etc. Parce que pour rendre ça plus sexy, comme on dit. En fait, oui, on insiste beaucoup sur les innovations pour continuer à promouvoir la croissance, etc. Il faut reconnaître que l'économie chinoise a fait beaucoup de progrès dans le domaine d'innovation technologique. Si on regarde, par exemple, l'économie chinoise il y a 5 ans, par exemple, nous avons réalisé beaucoup d'innovations technologiques depuis ces 5 dernières années, dans le domaine de l'éclairage, dans le domaine de DGV, dans le domaine de télécommunications, etc. Les entreprises chinoises possèdent des technologies très à la mode et très en avance sur le monde. Donc tout ça, c'est les innovations. Et interconnectivité, c'est un terme que les Chinois aiment beaucoup, surtout à travers ce grand projet de ce qu'on appelle une ceinture et une route. La ceinture électronique de la route de la soie et la route de la soie maritime. Et par ces 2 projets, la Chine veut relier tous ces pays ensemble, renforcer la communication, le commerce, les échanges entre ces pays. Donc on appelle ça l'interconnectivité. Et cette fois-ci, au moment de G20, la Chine a proposé aux pays membres du G20 d'élargir cette notion. Donc, interconnectivité entre les pays membres le long de la route de la soie est devenue une interconnectivité globale de tous les pays du monde. En fait, cette année, je pense que les invités sont les plus nombreux par rapport aux éditions précédentes. En fait, on veut, à la fois, parce qu'à l'origine, le G20 est une plateforme de dialogue et de débat entre les pays les plus développés et les pays émergents. Mais maintenant, la Chine veut faire rentrer un peu plus de participants ou d'observateurs aussi parmi les développements, mais qui ne sont pas considérés comme des pays émergents, mais qui ont aussi une dynamique de développement très forte. Donc il y a plus de pays en développement invités par la Chine à cette conférence. Et Monsieur Barrot, vous êtes ancien diplomate. Monsieur Ding a dit que ce genre de jeux de mots sont invités par les diplomates. Oui. Pour la plupart. C'est aussi une tradition en Chine d'avoir des expressions. Et derrière tous ces mots, qu'est-ce que vous voyez? Je crois que derrière ces mots, il y a quelque chose d'important. Vous voyez que dans la situation économique mondiale un peu morose que nous avons décrite, la réaction de la plupart des économies développées a été de soutenir la demande par des politiques de quantitative easing, enfin d'argent facile, de bas taux d'intérêt qui deviennent même des taux négatifs. C'est une politique de l'offre. L'augmentation de la productivité, c'est l'idée qu'on va relancer la croissance par la capacité de production, la capacité industrielle et l'innovation. Donc c'est très important et le professeur Ding a raison de dire que c'est ce que la Chine est en train de faire et naturellement les autres pays également. La France par exemple est considérée au sein des pays développés occidentaux comme le pays le plus innovant
Et c'est très important, c'est ce qui nous rend relativement confiants, bien que en termes de croissance économique, nous ne soyons pas à la pointe des pays occidentaux. Donc cette importance de l'innovation, elle est très grande, et je trouve que les hôtes du G20, le gouvernement chinois, a eu parfaitement raison de choisir ce thème. Et il en va de même de cette idée d'interconnectivité et de grandes initiatives comme les nouvelles de route de la soie. Tout ça va évidemment dans le sens d'un renforcement, invigorating, de la croissance mondiale. Donc ce sont de bonnes initiatives pour essayer de relancer l'économie, pas uniquement par l'argent facile. Ce qui est un moyen dont on voit quand même des limites, même si pour l'instant, on est obligé, tout le monde, de continuer. Et justement, il y a le mot inclusivité. On parle maintenant de l'inclusivité dans le domaine de la finance. Et comment voyez-vous dans le domaine financier, vous l'avez évoqué, l'argent facile et tout, donc on veut bien avoir une restructuration de la finance mondiale, mais finalement, on dira que c'est les États-Unis qui contrôlent tout, on n'a pas d'autres moyens à le faire. Comme vous savez, la France, depuis toujours, est partisan d'une adaptation du système financier international. Depuis le général de Gaulle, enfin ça a été la position constante de la France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avant le précédent G20, la France avait proposé à la Chine de réunir un sommet sur le sujet à Nankin, ce qui avait été fait en 2011. Et il s'est tenu à Paris au mois de mars une deuxième session qu'on a appelée, bien que la réunion soit à Paris cette fois-ci, Nankin 2. Donc c'est vous dire que la France et la Chine travaillent ensemble. D'ailleurs, la Chine a choisi la France pour présider le groupe de travail du G20 sur l'architecture financière internationale. Donc nos deux pays sont en étroite coopération sur ce sujet, et d'autant plus dans une période où s'ajoute à la nécessaire restructuration du système financier international. Vous avez mentionné évidemment l'influence prépondérante des États-Unis, mais il y a aujourd'hui d'autres problèmes. Le terrorisme international, son financement, le blanchiment, l'argent sale, ce sont des sujets qui tiennent fortement à cœur au gouvernement français et sur lesquels il y a un accord complet aussi avec l'hôte chinois du G20 pour que ces sujets soient traités de manière prioritaire lors du sommet de Hangzhou. Un autre point très important sur le G20 de cette année, c'est le commerce international, parce qu'on assiste beaucoup sur l'affaiblissement du commerce international qui entrave un peu la croissance mondiale. Et pensez-vous qu'on est un peu à l'impasse dans la croissance du commerce mondial, vu la situation de l'OMC ou le déferlant de protectionnisme un peu partout dans le monde? Oui, il y a beaucoup de débats sur le déclin du commerce international. Et c'est la première fois qu'au sommet de G20, les ministres de commerce ont été invités. Parce que normalement, les membres du cabinet qui accompagnent les chefs d'État ou les chefs de gouvernement à participer au sommet du G20, c'est traditionnellement les ministres de Finances et les gouverneurs de banque centrale. Rarement les ministres de Finances étaient invités à participer à ce genre de sommet. Du commerce. Et cette fois-ci, les ministres du commerce ont été invités à participer au sommet de Hangzhou. Ce qui montre que le gouvernement chinois insiste beaucoup sur le déclin du commerce international. Et la Chine a l'intention de relancer le commerce comme un outil de faire promouvoir la croissance mondiale. Et comment exactement? En fait, les pays membres du G20 se sont engagés à prendre des mesures pour essayer de stopper le déclin du commerce et de fixer des objectifs de croissance du commerce derrière.
essayer, parce que en fait, on a beau dire de promouvoir, par exemple, le libre-échange à travers le Doha Round négociation, ou etc., on ne pourrait pas faire avancer ça. Oui. Alors que l'initiative américaine, le TPP ou le TTIP, n'arrive pas vraiment à brève échéance à son objectif. Et le commerce international stagne. Et conséquemment, il y a 2 ans déjà, le commerce international est pratiquement en stagnation. Et ce n'est pas une bonne augure pour la croissance mondiale, parce que normalement, le taux de croissance du commerce international est toujours supérieur au taux de croissance mondial, alors que depuis un certain temps, c'est le contraire. C'est la stagnation. Donc, pas de commerce, pas de croissance. Et on parle de déglobalisation parfois. Comment voyez-vous c'est un danger? L'Europe, qui est le premier partenaire commercial de la Chine, est la zone commerciale la plus ouverte dans le monde. Donc, la croissance du commerce international, comme le dit le professeur Ding, une des conditions, c'est le libre-échange, c'est l'abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires. Et donc, dans ce domaine, l'Europe a toujours été à la pointe, elle reste à la pointe, et tout ce que nous espérons, nous, Européens, c'est que les partenaires de l'Europe, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, suivent notre exemple et ouvrent davantage leurs économies. Et nous sommes persuadés que si cela se fait, la croissance du commerce mondial pourra repartir. Et de ce point de vue, la volonté des autorités chinoises d'accorder une place importante au commerce au sommet de Hangzhou nous paraît une très bonne nouvelle et nous soutenons tout à fait cette initiative. Et face aux montées de populisme un peu partout en Europe et aux États-Unis. Vous savez, la meilleure manière de résister au populisme, c'est de démontrer aux opinions publiques et aux citoyens que l'ouverture n'est pas à sens unique et que nos partenaires sont aussi ouverts que nous. Une autre initiative nouvelle, c'est une initiative qui favorise l'industrialisation de l'Afrique et des pays en développement. Comment voyez-vous ce genre d'initiative qui est une nouveauté dans le G20? En fait, en Chine même, parce que l'économie chinoise se ralentit, etc., la Chine insiste beaucoup sur le côté de l'offre, pour essayer de trouver de nouvelles offres à l'économie chinoise. Alors que l'assistance aux pays africains pour l'industrialisation pourrait être considérée comme une nouvelle offre à l'échelle plus importante, à l'échelle mondiale. Parce que si on peut aider les pays africains à s'industrialiser, à se lancer dans l'industrialisation, ça va créer une nouvelle demande. Forcément. Donc ça va créer plus de besoins pour l'économie mondiale. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la croissance mondiale. Si les pays africains sont invités à participer à l'industrialisation, donc il y aurait plus d'investissements d'abord de Chine, mais aussi des pays européens, etc. Parce que il commence à y avoir une concurrence maintenant sur le continent africain, parce que de plus en plus, on voit l'Afrique comme un continent en émergence. C'est un peu la nouvelle locomotive de la croissance se trouve en Afrique bientôt. Oui, on a souvent négligé que finalement, en Afrique subsaharienne, le taux de croissance depuis ces 3 dernières années est supérieur à 5%. C'est beaucoup, c'est très fort. Oui. Vous savez, la France a été le premier pays, je crois, à proposer à la Chine une coopération triangulaire entre la France, la Chine et les pays d'Afrique. Et cette initiative a été bien accueillie par les autorités chinoises. Donc nous progressons dans cette voie. Et naturellement, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que cet exemple soit suivi. Le développement de l'Afrique est très important pour le monde, très important pour l'Europe et très important pour le monde. Donc je crois que la France et la Chine, dans ce domaine,
doivent donner l'exemple, comme ils ont commencé à le faire. Et de ce point de vue, la présence de l'Afrique au G20 à l'initiative de l'hôte chinois de la Réunion est aussi une excellente initiative. Mais parfois on dit que quand même la coopération triangulaire a suscité un peu de réticence quand même de la part des pays africains, et la Chine est un peu sentie obligée de recevoir cette proposition de la France, parce que la France a quand même beaucoup de pouvoir encore en Afrique, et que la Chine se sent un peu obligée. Donc ça suscite aussi des réactions un peu délicates de la part des pays africains. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La présence des entreprises étrangères dans n'importe quel pays du monde peut toujours poser tel ou tel type de problème. Ça existe dans le monde entier. Mais en ce qui concerne la coopération éventuelle d'entreprises françaises et chinoises en Afrique, il y a de très bons exemples dans le domaine, par exemple, des aéroports. Depuis très longtemps déjà, il y a une excellente coopération entre des sociétés françaises et des sociétés chinoises, à la très grande satisfaction des pays africains. Donc je crois qu'il faut multiplier les bons exemples. Et puis voilà, il ne faut pas se poser trop de problèmes philosophiques. On parle d'économie, on parle de commerce, on parle d'industrie. Il s'agit de choses pratiques. Normalement, s'il y a de bons contrats, le client est satisfait et le fournisseur aussi. Donc soyons positifs, soyons optimistes. Il faut développer l'Afrique. Elle a besoin de moyens. Et la France et la Chine peuvent y contribuer. Je crois que si on fait bien les choses, tout ira bien. Alors, vous êtes très diplomatique dans ce que vous dites. Pas du tout. Je vous cite des exemples concrets. Ouais. Je m'abstiens de citer les noms des entreprises parce que ce n'est pas le lieu à la télévision. Mais je peux vous dire que c'est tout à fait sérieux. Ça se passe très bien. Il faut concentrer sur le résultat. Voilà. D'accord. Pour finir, résumez-nous un peu ce qui est important de ce sommet de G20. Et après le G20, qu'est-ce qui va changer, ou quelle est la symbolique de G20 de cette année? En fait, ce qu'il y a de nouveau pour ce sommet de G20 à Hangzhou, c'est que les pays membres se sont engagés à des objectifs, sur des objectifs du développement du commerce international, sur des objectifs du taux de croissance économique, etc. Et on va essayer de maintenir le contact et de transformer ce mécanisme de G20 d'un mécanisme de solution d'urgence à un mécanisme de promotion de développement à long terme. Parce que, en fait, le G20, le sommet de G20 est né au milieu de la crise. Les dirigeants des pays les plus importants de l'économie mondiale se sont réunis pour décider de prendre des mesures en commun pour lutter contre la perspective globale. Et ils ont réussi. Mais comment transformer ce mécanisme d'urgence en un mécanisme de développement à long terme? Il faut y trouver des moyens. Donc la Chine a proposé aux membres de G20 de fixer des objectifs de développement à long terme. Et on va essayer de réévaluer. Et je crois, nous avons parlé très clairement de la place que la Chine a prise maintenant dans l'économie mondiale, qui est une place tout à fait majeure. Et donc c'est très important que la Chine, qui a maintenant ce rôle important dans l'économie mondiale, joue un rôle aussi dans la coordination, la coopération économique internationale. Et de ce point de vue, le fait que la Chine accueille cette année le G20 et assume davantage de responsabilités internationales est une excellente chose. Et ça vient au bon moment. Donc il faut souhaiter en effet que c'est une étape importante. Alors je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à notre émission. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.